Dans cette démonstration, nous allons créer une application de détection de fraude en temps réel, en exploitant les services AWS et les fonctionnalités de Redis. Nous allons d'abord déployer un cluster Redis Enterprise ainsi qu'une base de données qui utilise les modules Redis JSON, Redis Search et Redis Time Series. Ensuite, nous allons utiliser un historique de transactions de carte de crédit stocké dans un bucket S3 pour entraîner, tester et déployer un point de terminaison d'un modèle machine learning pour faire des inférences en temps réel. Amazon SageMaker propose des implémentations d'algorithmes tels que Random Code Forest et XGBoost, avec lesquels nous allons détecter les anomalies et les fraudes sur les transactions de cartes bancaires. Ensuite, nous déploierons une fonction lambda qui fait trois choses. Tout d'abord, elle conservera les données transactionnelles en temps réel provenant de l'utilisateur final vers Redis au format JSON. Ensuite, la fonction lambda appellera les points de terminaison Amazon SageMaker pour calculer des scores d'analyse et des scores de classification et les attribuer aux données entrantes. Et enfin, cette même fonction lambda conservera les résultats de ces prédictions dans Redis comme série chronologique, pour pouvoir les visualiser dans des tableaux de bord en temps réel. Nous utiliserons aussi Amazon Kinesis pour capturer le flux d'événements provenant des utilisateurs finaux, afin de déclencher en temps réel la fonction lambda en fonction de ces événements. Voyons tout cela en action. Le code source de cette démonstration est disponible dans un dépôt GitHub. Vous pouvez télécharger, exécuter et tester vous-même cette application. Ici, j'ai le code source téléchargé sur ma machine locale, mais avant d'essayer d'exécuter cette démonstration, assurez-vous que les conditions suivantes sont remplies. Vous aurez besoin d'un Docker installé dans votre machine, Terraform et de l'interface de ligne de commande d'Amazon Web Services. Commençons d'abord avec Redis Enterprise Cloud. Vous allez voir à quel point il est facile de déployer votre cluster Redis Enterprise sur AWS. Il s'agit d'une offre DB as a Service entièrement gérée par Redis dans le cloud AWS, ce qui signifie qu'il n'y a pas de frais liés à la maintenance, à l'administration et à l'exploitation du cluster Redis par vous-même. Ceci vous permet d'optimiser vos ressources IT et par conséquent d'optimiser vos coûts d'exploitation. La première étape est de vous connecter au portail Redis Cloud. Une fois que vous vous êtes connecté, sur le menu de navigation à gauche, vous verrez plusieurs options, mais nous nous concentrons plutôt sur la création d'une nouvelle souscription. Redis Cloud propose différents forfaits auxquels vous pouvez souscrire. Afin de maximiser la valeur de l'offre Redis ainsi que d'optimiser les coûts, vous devriez envisager un abonnement annuel. Cependant, à des fins de démonstration, je vais utiliser le plan de service flexible. La principale différence entre l'abonnement flexible et l'abonnement annuel est que le plan annuel vous offre une assistance et un support de niveau Enterprise 24 heures sur 24, 7 sur 7, un accès aux équipes Customer Success, des offres privées via la marketplace AWS et de nombreuses fonctionnalités d'Enterprise. Pour cette démonstration, je choisirai simplement le plan flexible. Ensuite, nous allons déployer un cluster Redis Enterprise sur le cloud d'AWS. Nous choisissons la région US West 2 et nous donnerons un nom à notre souscription. D'ici, vous pouvez voir que la réplication géographique bidirectionnelle, communément appelée active-active, peut être activée ou désactivée dans l'interface. Avec les bases de données active-active, les applications peuvent réellement lire et écrire dans la même base de données à partir de différents emplacements géographiques, de manière transparente et avec une latence inférieure à la milliseconde, sans changer la façon dont l'application se connecte réellement à la base de données. Cette fonctionnalité est un différenciateur majeur et très apprécié par nos clients. Pour cette démonstration, nous n'aurions pas besoin des configurations supplémentaires nécessaires pour configurer une base de données active-active. Et par conséquent, j'aimerais garder les choses très simples et ignorer cette partie pour l'instant. Ensuite, vous avez une option pour activer ou désactiver la fonction Redis on Flash. Redis on Flash étant la capacité de votre mémoire vive avec une mémoire persistante de type SSD ou NVMe. Ainsi, vous pouvez stocker beaucoup plus de données avec moins de ressources RAM et donc un coût moins important. L'idée est qu'au lieu de conserver toutes vos données dans la mémoire, qui reviendra beaucoup plus cher, vous pouvez stocker uniquement les données chaudes dans la mémoire vive et les données moins chaudes, c'est-à-dire la partie la moins utilisée de vos données, peut être stockée sur un disque flash. En général, si vos jeux de données dépassent les 500 gigaoctets, vous pouvez obtenir des performances plus optimisées ainsi que des économies de coûts significatives en utilisant Redis on Flash. Encore une fois, je vais garder les choses simples et désactiver cette fonctionnalité pour le moment.
Sous ces options avancées, vous pouvez choisir de déployer votre base de données Redis avec une réplication s'étendant sur plusieurs zones de disponibilité, avec basculement automatique pour la tolérance aux pannes. Alors gardons cette option activée. Ensuite, dans la section configuration VPC, vous pouvez également déployer votre cluster Redis Enterprise dans un nouveau VPC ou un VPC existant. Je vais utiliser un nouveau VPC puis configurer ma plage d'adresse IP pour le déploiement de ma base Redis. Et pour les préférences de zone de disponibilité, je peux soit sélectionner une zone spécifique ou bien ne pas mettre de préférence. Je clique sur le bouton suivant et cela nous amène à l'onglet dimensionnement. Ici, vous pouvez commencer à créer vos bases de données en cliquant sur le bouton plus. Je donne un nom à ma base de données, ensuite je définirai les exigences en termes de débit d'utilisation pour cette base. Dans ce cas, ça va être 25 000 opérations par seconde. Ensuite, je vais définir la taille en mémoire pour ma base de données. Vous pouvez définir une valeur entre 1 giga et 1 teraoctet, bien sûr. Rappelez-vous, pour les usages au-delà de 500 gigaoctets, vous pouvez envisager Redis en Flash. Gardons l'option haute disponibilité activée pour bénéficier de la réplication de nos bases de données. Ensuite, si je développe davantage les options avancées, je peux continuer à définir d'autres configurations, telles que le mode de clustering en API OSS par exemple. Pour la démo, je choisirai Redis comme type de base de données. On nous présente des options pour la durabilité et la persistance des données. Redis Cloud propose différentes options de persistance. Vous pouvez créer un append only file pour persister l'état d'une base de données Redis avec une fréquence à la seconde, ou bien vous pouvez choisir de le faire pour chaque écriture. Vous avez aussi la possibilité de faire des snapshots de votre base de données toutes les heures, 6 heures ou même 12 heures. Ceci dépendra seulement de vos besoins en durabilité. Ensuite, vous pouvez choisir les modules que vous souhaitez installer pour cette base de données. Ces modules étendent les fonctionnalités de base de Redis pour résoudre les cas d'utilisation les plus courants, tels que la recherche textuelle et l'indexation secondaire avec Redis Search, ou bien la prise en charge du format JSON avec Redis JSON. Nous aurons besoin de ces deux modules pour conserver les transactions de carte de crédit dans notre base de données au format JSON. J'installe également Redis Time Series pour conserver les données en tant que série chronologique. Ceci nous permettra de visualiser et d'exécuter des requêtes en temps réel sur des plages temporelles spécifiques. Je clique sur le bouton Enregistrer et ici je peux cliquer à nouveau sur le bouton plus pour ajouter plus de bases de données si j'en ai besoin. Maintenant, nous avons trois bases de données de tailles différentes avec différents modules installés pour chacune de ces bases de données. Si tout semble bien, je peux appuyer sur le bouton magique pour créer mes bases de données. Maintenant, ce qui se passe ici est basé sur le nombre de bases de données que j'ai déjà configurées à l'étape précédente. Le système calcule pour vous le nombre total de shards nécessaires. Il montre également le type de ressources cloud qu'il va provisionner et une ventilation complète des coûts de votre infrastructure. Il vous donne aussi une estimation mensuelle. Ainsi, une fois que vous avez examiné toutes ces informations, vous pouvez cliquer sur Créer la souscription. Toutes les ressources requises sont déployées dans le cloud d'AWS. Maintenant, je vais cliquer sur Annuler car j'ai déjà prédéployé une base de données pour cette démonstration. Si vous examinez les détails de cette configuration, vous remarquerez que la base de données expose simplement un point de terminaison public et un point de terminaison privé. Lorsque vous choisissez de déployer vos bases de données Redis dans le cloud d'AWS, vos développeurs n'ont besoin que de ces points de terminaison pour commencer à pointer vos applications métiers et utiliser pleinement les fonctionnalités de Redis. Les tâches sous-jacentes de maintenance de votre cluster Redis, de maintien de l'intégrité de ces bases de données, sont entièrement prises en charge par la société Redis. L'infrastructure, quant à elle, est entièrement gérée par AWS pour vous. Cette simplicité est la valeur ajoutée que Redis Cloud peut apporter à vous et à vos besoins d'entreprise. Maintenant que notre cluster Redis Enterprise est déployé, lançons nos instances de Notebook SageMaker afin que nous puissions créer, entraîner et déployer nos modèles d'apprentissage automatique. Pour cela, je vais utiliser une template CloudFormation pour créer des instances Notebook. Je vais créer une nouvelle stack, télécharger ma template CloudFormation et donner un nom à cette stack. Ensuite, je configurerai des paramètres tels que l'adresse du bucket S3 nécessaire pour alimenter le modèle et aussi pour stocker les résultats de ce modèle. Enfin, je clique sur Create Stack pour lancer ce modèle CloudFormation qui créera toutes les ressources cloud nécessaires pour exécuter nos instances Notebook SageMaker. Vous pouvez cliquer sur l'onglet événements et appuyer sur le bouton d'actualisation pour voir la progression.
Vous pouvez également cliquer sur l'onglet Ressources pour voir comment les ressources sont construites. Cela va prendre un certain temps pour finir, reprenant une fois cette création terminée. Une fois la création de la stack CloudFormation terminée, accédez à l'onglet Ressources. Vous verrez que toutes les ressources cloud telles que les buckets S3, les rôles d'accès et l'instance Notebook SageMaker sont toutes correctement provisionnées pour vous. Naviguons vers la console AWS SageMaker et vérifions ces ressources cloud provisionnées. Sous le menu de navigation Notebook à gauche, nous pouvons voir que les instances Notebook sont bien provisionnées. Ouvrir cette instance de Notebook en cliquant sur le bouton Open Jupyter Lab. Vous pouvez voir toutes les ressources, mais la plus importante pour nous est le Notebook Jupyter Python. Voici le code que nous allons exécuter pour créer, entraîner, tester et enfin déployer nos modèles d'apprentissage automatique pour la détection des fraudes. Commençons d'abord par télécharger l'ensemble des données qui simulent les transactions des utilisateurs sur lesquelles nous allons détecter des fraudes. Je télécharge donc la version compressée des données à partir d'un bucket S3 et je décompresse ensuite le contenu du fichier creditcardfraud.zip. Maintenant, nous allons faire la même chose dans l'interface Jupyter. Pour exécuter ces cellules Jupyter, appuyez simplement sur le bouton Shift Entrée en même temps, par exemple sur Mac, et cela devrait exécuter le code dans cette cellule. S'il est exécuté avec succès, un nombre s'affichera indiquant que tout s'est déroulé correctement. Si vous voyez un astérisque, cela signifie que le code de la cellule est toujours en cours d'exécution. En exécutant cette cellule, le fichier est décompressé sur l'instance Jupyter. Vous pouvez voir que le fichier .zip est décompressé en tant que fichier creditcard.csv, ici dans la barre de navigation au côté gauche. Exécutons les cellules suivantes. La deuxième cellule permet d'importer les packages Panda et NumPy pour pouvoir lire les données en tant que dataframe Panda. La cellule 3 permet de visualiser ces dataframes. Comme vous pouvez le voir, les colonnes ici sont nommées V1, V2, etc. car ces colonnes sont anonymisées pour des raisons de confidentialité. Seul time et amount sont des valeurs réelles que nous pouvons partager dans ce jeu de données avec vous. Cette cellule nous sort quelques statistiques sur le jeu de données. Par exemple, vous pouvez constater que seules 492 sur 284 000 transactions sont taguées comme frauduleuses, c'est-à-dire moins de 0,18%. Continuons ainsi et commençons à entraîner l'algorithme d'apprentissage automatique avec ce jeu de données. Pour cela, nous allons diviser les données d'entrée en deux. Données d'apprentissage et données de test. Dans le cadre de l'apprentissage non supervisé, nous allons utiliser l'algorithme Random Code Forest, qui est un algorithme de détection d'anomalies à la fois précis et évolutif. Ici, nous définissons les informations sur les jobs de formation pour Rand Code Forest et nous pointons vers les emplacements de données S3 pour lire et écrire les données. Alors, commençons le job d'entraînement en utilisant l'algorithme Random Code Forest. Vous pouvez voir ici que le job d'entraînement a commencé. Vous pouvez observer cette tâche dans la console web SageMaker en cliquant sur le lien des tâches d'entraînement ici. La tâche d'entraînement est actuellement en cours. Si vous cliquez sur l'historique des statuts, vous pouvez voir l'historique complet de chaque état dans lequel cette tâche d'entraînement va évoluer. Cela prend environ 5 minutes pour terminer. Une fois cette opération terminée, vous verrez que l'historique des statuts a été mis à jour avec le statut terminé. Revenons à SageMaker et voyons si nos modèles et nos configurations sont déployés ou non. Là, vous pouvez voir que le modèle est déployé. Ensuite, si vous regardez les points de terminaison, ils sont en cours de création. On attend quelques minutes avant d'actualiser. Nous pouvons voir que le point de terminaison de Random Code Forest est maintenant créé et que désormais nous pouvons exécuter nos tests d'inférence. Continuons d'exécuter les cellules du notebook Jupyter. Les graphiques tracent visuellement une distribution des transactions frauduleuses par rapport aux transactions non frauduleuses. Maintenant, nous allons utiliser l'apprentissage supervisé avec l'algorithme XGBoost. D'abord, nous devons préparer les données d'apprentissage et les charger dans S3. Nous pouvons vérifier ces informations à l'aide de la console AWS en accédant à S3. Ainsi, nous pouvons entraîner l'algorithme avec ces données. Cette cellule démarre un job d'apprentissage. Nous pouvons observer la progression de ce dernier dans la console web de SageMaker. Une fois la tâche d'entraînement terminée, vous verrez cela reflété ici dans l'historique des statuts.
Maintenant, nous allons déployer les modèles et les points de terminaison pour notre algorithme XGBoot. Une fois le modèle déployé, nous pouvons évaluer et exécuter des tests. Avec cette cellule, nous traçons une matrice de confusion. Nous pouvons y voir clairement qu'il n'y a que 3 faux positifs et environ 9 faux négatifs sur les 284 000 transactions. Le modèle finira par mûrir pour une meilleure précision, car il est continuellement formé sur des données historiques. Nous pouvons nous arrêter ici, car nous n'avons pas besoin d'exécuter le reste de ce notebook. Jusqu'à présent, nous avons provisionné un cluster Redis Enterprise. Nous avons créé nos modèles SageMaker, entraîné nos modèles sur des données historiques, puis nous avons déployé ces modèles et leurs points de terminaison. Il est temps pour nous de construire le reste des composants architecturaux pour ce système de détection de fraude en temps réel. Il est maintenant temps de construire et de déployer cette fonction lambda qui fait 3 choses. Premièrement, elle conservera les données provenant des utilisateurs finaux dans Redis. Deuxièmement, elle invoquera les points de terminaison des modèles SageMaker pour faire des inférences et obtenir des scores d'anomalie et des scores de fraude à partir de ces modèles. Ensuite, elle conservera ces informations dans une base de données chronologique, time series, afin que vous puissiez suivre en temps réel ces données avec des tableaux de bord, Grafana par exemple. Si vous examinez Persist Transactional Data, il utilise un client Redis pour conserver les données au format JSON. Quant à Make Inference, elle appelle les points de terminaison SageMaker. Cette méthode appelle getAnomaly Prediction, qui appelle le point de terminaison SageMaker pour l'algorithme Random Code Forest, puis obtient un score d'anomalie. De même, elle fait appel à getFraud Prediction, qui obtient la probabilité de prédiction à partir de l'inférence du point de terminaison, puis catégorise la prédiction comme 1 ou 0. 0 signifie qu'il ne s'agit pas d'une transaction frauduleuse, et 1 présente une transaction frauduleuse. Un seuil de 0,5 est donc défini. Tout ce qui dépasse 0,5 est censé être une transaction frauduleuse. Cette fonction lambda exécute ce code personnalisé avec des packages Redis Python et d'autres packages Python en tant que dépendance. Par conséquent, nous allons déployer cette fonction en tant que conteneur dans AWS. Pour cela, nous avons défini un Dockerfile pour construire l'image du conteneur, puis nous téléchargeons cette image de conteneur dans Elastic Container Repository sur AWS. Je vais donc continuer à déployer le conteneur sur ECR. Une fois le conteneur déployé, il est temps de définir notre fonction lambda. Je lui donne un nom et nous sélectionnons l'image du conteneur que nous avons téléchargé et on va essayer de créer la fonction. Nous devons configurer le flux de données Kinesis qui sera utilisé pour capturer le trafic transactionnel entrant. Maintenant que nous avons défini le flux de données Kinesis, ajoutons-le comme déclencheur à notre fonction lambda. Cela signifie que dès que le trafic transactionnel entrant provient de l'utilisateur final, le flux de données agira comme un déclencheur pour cette fonction lambda, et la fonction effectuera le reste des opérations, comme la persistance des données, la réalisation d'inférences et la persistance des résultats. Il est temps de simuler un trafic transactionnel d'un utilisateur final. J'ai ce programme Python, producer2.py, qui simulera les données transactionnelles et alimentera ces données dans Kinesis. Nous pouvons surveiller directement ces données entrantes en cliquant sur Monitor et en accédant au service CloudWatch. Et bien voilà, vous pouvez voir que toutes les transactions entrantes déclenchent notre fonction lambda. Vous pouvez voir aussi que la connexion à la base de données Redis est bien établie. Ensuite, vous pouvez voir les données entrantes telles quelles. Vous pouvez voir les métadonnées, les résultats de l'inférence, pour la détection d'anomalies et la détection de fraude, et les résultats qui seront conservés dans Redis. Enfin, il est temps d'exposer des visualisations sur ces données. Nous allons utiliser Terraform pour déployer notre conteneur Grafana, qui affichera des tableaux de bord basés sur les données Redis. Modifions d'abord les configurations de Grafana pour refléter les points de terminaison de la base de données Redis Cloud. Pour ce faire, nous allons revenir au portail Redis Cloud et sélectionner les détails du point de terminaison public à partir de l'interface utilisateur. Une fois c'est fait, lançons Terraform pour déployer les tableaux de bord Grafana.
Connectons-nous à l'interface utilisateur Grafana. Admin est le mot de passe par défaut. Ignorez l'enregistrement ou la réinitialisation d'un nouveau mot de passe pour le moment. Cliquons sur Configuration, puis Source de données pour examiner nos paramètres Redis Cloud. Cherchez le mot de passe de la base de données Redis dans la console Redis Cloud et recopiez-la ici. Une fois terminé, cliquez sur Enregistrer et tester. Ensuite, dans le menu Dashboard, cliquez sur Parcourir pour voir tous les tableaux de bord. Nous voyons un tableau de bord appelé Fraud Detection Dashboard. Ainsi, vous pouvez voir une visualisation du score en temps réel au fur et à mesure. Tout score dépassant 0,8 passe en couleur rouge pour indiquer une forte probabilité d'une transaction frauduleuse. Vous pouvez voir le score en direct dans le graphique ici et une répartition des transactions frauduleuses par rapport aux transactions non frauduleuses en bas. C'est à peu près tout pour aujourd'hui. Nous avons ainsi vu le déploiement de Redis Enterprise Cloud sur AWS et la facilité avec laquelle il a été réalisé. Nous avons utilisé Amazon SageMaker pour créer nos modèles d'apprentissage à l'aide d'algorithmes Random Code Forest et XGBoost. Ensuite, nous avons récupéré l'ensemble des données pour entraîner, tester nos modèles, puis les déployer en tant que point de terminaison SageMaker. Par la suite, nous avons configuré une fonction serverless pour conserver les données transactionnelles, faire des inférences machine learning et persister ces résultats dans Redis. Et enfin, en utilisant Grafana, nous avons lancé des visualisations sur les données transactionnelles entrantes, et ce, en temps réel. Ceci est un exemple pratique de la puissance de Redis Enterprise Cloud sur AWS. C'est la base de données la plus rapide au monde avec des latences très faibles et qui peut clairement être utilisée au-delà des cas d'utilisation cache. Peut bien être utilisé comme feature store pour produire des cas d'utilisation machine learning à faible latence et à très haut débit d'utilisation, telle que la solution de détection de fraude que vous avez vue aujourd'hui. Merci pour votre attention. Vous pouvez essayer cette démo vous-même en téléchargeant le dépôt Git et en suivant les instructions qui y sont mentionnées.